Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs. Un plaisir, une joie, un bonheur de vous retrouver dans Mise au propre. Aujourd'hui, samedi 7 décembre 2024. Permettez que nous débutions cette édition, la quatrième, par la lecture de la liste des 10 premiers arts. Question de nous rafraîchir un peu la mémoire. Le premier des arts, c'est l'architecture. Le deuxième, c'est la sculpture. Le troisième, c'est la peinture et le dessin. Le quatrième, c'est la littérature et la poésie. Le cinquième, les arts de la scène, comme le théâtre, la danse, la mime, cirque. Le sixième, c'est la musique. Le septième, c'est le cinéma. Le huitième, les arts médiatiques, télévision, radio, photographie. Neuvième, la bande dessinée. Dixième, jeux vidéo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue au septième ciel du septième art. À l'affiche, ce soir. Auguste et Louis Lumière, souvent désignés par l'expression frères Lumière, sont deux ingénieurs et industriels français qui ont joué un rôle primordial dans l'histoire du cinéma et de la photographie. Auguste Lumière est né le 19 octobre 1862 à Besançon et mort le 10 avril 1954 à Lyon. Louis Lumière est né le 5 octobre 1864 à Besançon et mort le 6 juin 1948 à Bandol dans le Var. Les frères Lumière sont les fils de l'industriel, peintre et photographe Antoine Lumière, né le 13 mars 1840 à Ormois, Haute-Saône, et de Jeanne-Joséphine Costi, née le 29 septembre 1841 à Paris. Antoine et Jeanne se sont mariés le 24 octobre 1861 à la mairie du 5e arrondissement de Paris et en l'église Saint-Étienne-du-Mont. Installés à Besançon, maison natale des frères Lumière, leurs deux premiers enfants naissent dans cette ville. Auguste, le 19 octobre 1862, au 1er place Saint-Quentin, actuelle place Victor Hugo, depuis 1885, et Louis, le 5 octobre 1864, au 143 Grande Rue. Chaque frère œuvre de son côté, mais jusqu'en 1918, tous leurs travaux seront signés de leurs deux prénoms. Cette communauté de labeur se double d'une parfaite entente fraternelle. Les deux frères, qui ont épousé deux sœurs, vivent dans les appartements symétriques d'une même villa. Des années durant, l'opinion publique a évoqué le couple légendaire des frères Lumière, unis dans la célébrité, comme dans la vie. Contrairement à une idée reçue plus que tenace, les frères Lumière n'ont pas réalisé les premiers films du cinéma, mais la première projection collective gratuite de films photographiques sur grand écran, le 22 mars 1895, devant un parterre restreint de savants de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, au numéro 44 de la rue de Rennes,
correspondant désormais aux 4 places Saint-Germain-des-Prés à Paris. Suivent les séances du 21 septembre et du 14 octobre 1895 au Palais Lumière et à l'Éden Théâtre et le Ciotat devant un public choisi. Et enfin la séance payante ouverte au grand public du 28 décembre 1895 au Salon Indien du Grand Café, situé 14 boulevard des Capucines à Paris. Chacun des 10 bobines projetés lors de cette séance dure une 50aine de secondes. Avec l'arroseur arrosé, Louis Lumière réalise le premier film photographique de fiction. Les premières projections de films non photographiques de fiction sur grand écran devant un public rassemblé payant datent d'octobre 1892, 3 ans avant celle des frères Lumière, et sont le fruit du travail patient d'Émile Reynaud, qui peint directement sur sa pellicule. L'animation sans caméra fait partie du cinéma et non du pré-cinéma. Les premiers dessins animés du cinéma, dont la durée est déjà de plus d'1 minute, et atteindra 5 minutes, en 1900. Avant la première projection Lumière, 2 autres projections de films photographiques ont eu lieu. L'une à New York, organisée par l'américain Woodville Latham, le 21 avril 1895. L'autre à Berlin, faite par l'Allemand Max Kladanowski, le 1er novembre 1895. Mais les techniques utilisées pour ces projections sont loin d'être au point, et ces 2 séances n'ont aucun retentissement ni dans le milieu des professionnels de la photographie, ni parmi le public international, contrairement à celle des frères Lumière. Leur succès découle d'une suite ininterrompue d'interventions. En 1888, John Corbett invente une bande souple en nitrate de cellulose que George Eastman commercialise aux États-Unis dès 1889. Aussitôt, le Français Étienne Jules Marais s'en procure par des voies détournées et enregistre les premières suites de prises de vue instantanées sur bande nitrate, dont 420 sont conservées, sans toutefois parvenir à les projeter, ce qui ne le chagrine pas, car son but scientifique est l'analyse des mouvements par la photographie rapide, chronophotographie, et non leur présentation en tant que spectacle, même si son assistant Georges de Muny a l'idée, en 1892, de projeter de telles bandes découpées en petites vignettes disposées sur son phonoscope à disque de verre, selon le principe de la durée cyclique des jouets optiques. À l'affiche, ce soir. Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. Barbara. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé au 8e. Tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara. Toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi. Rappelle-toi quand même ce jour-là. N'oublie pas, un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom. Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara, et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tout ce que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois.
Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara. N'oublie pas cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse. Cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau dressant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre. Qu'es-tu devenue maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Oh, Barbara. Il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant. Mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé comme une pluie de deuil terrible et désolé. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Coup sous coup. Et on vous a abousanté l'angélis. Quand on a disait. Ou quoi la blanc nuit? Yon la brise cherche à tousser dans la ligne sans honte. En bas ciel, qui pas même qu'on sait pour le blé. Pour-t-il pral fait noir? La journée à qu'elle soit si tellement semblée à l'équilé. Soleil pas contre sale pitou. Yon petit coup de sirène tout frêle, à cacher dans quoi ça yon petit branche fleur. Pour mauvais vent pas prétal. Et on silence bout pour bout. Pas chauffer sale. L'enrayon la péresse. Joue tout petit brilleten. Pas qu'elle nous est encore. Même Jean pas de 15 jours. Tout le temps. Fin tourner malheur. Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. Waouh! Parfum d'ivresse. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour,
puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. L'on peut rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pendant l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on Dieu réunit ceux qui s'aiment. Waouh! Parfum d'ivresse. À l'affiche, ce soir. De mai 1891 à fin 1895. Les Américains Thomas Edison, l'inventeur du phonographe, et surtout son assistant et premier réalisateur du cinéma, William Kennedy Laurie Dixon, produisent et tournent quelques 148 films, enregistrés avec la caméra kinétographe et visionnés individuellement par le public à l'aide du kinétoscope, visionnement par loupe. Ils créent non seulement le premier studio de cinéma, le Black Maria, mais aussi les kinétoscopes parlants, des machines à sous qui préfigurent moins les salles de cinéma que les salles de jeux d'arcade. En 1895, les frères Max et Emil Skladanowski présentent publiquement des images photographiques animées au Winter Garden, Berlin, grâce à leur bioscope, caméra biographe, un système de caméras et appareils de projection jumeaux utilisant deux bandes distinctes d'images, enregistrées puis projetées alternativement, mises au point par Georges Demeny dès le 1er novembre. En 1894, Antoine Lumière, le père d'Auguste et de Louis, assiste à Paris à une démonstration du kinétoscope et également à deux pas de là à une projection d'Émile Reynaud dans son théâtre optique. Pour Antoine, pas de doute, l'image animée est un marché d'avenir pour la famille, en direction de sa clientèle habituelle, les riches amateurs, à condition de marier le miracle de l'image photographique
en mouvement avec la magie de la projection sur grand écran. Convaincu à son tour, Auguste Lumière se lance dans la recherche avec un mécanicien, Charles Moisson. Il échoue et c'est Louis qui prend le relais. Durant l'été 1894, dans l'usine Lumière de Lyon-Montplaisir, ils mettent au point un mécanisme ingénieux qui se différencie de ceux du kinétographe et du kinétoscope. Comme Edison, il adopte le format 35 mm, mais pour ne pas entrer en contrefaçon avec la pellicule à 8 perforations rectangulaires autour de chaque photogramme, breveté par l'inventeur industriel américain, il choisit une formule à 2 perforations rondes par photogramme, abandonnée par la suite. L'invention de Louis reprend en fait un procédé mécanique préexistant dont il adapte le principe au déplacement intermittent de la pellicule, nécessaire à l'exposition des images l'une après l'autre. Mais l'émergence de cette idée est restée dans l'esprit des deux frères, baignés d'un parfum miraculeux. Louis aurait été malade et fiévreux, et, au cours d'une insomnie, il aurait imaginé de donner à un cadre porte-griffe un mouvement alternatif, analogue comme fonctionnement à celui du pied de biche d'une machine à coudre. Les griffes s'enfonçant au sommet de la course, dans des perforations pratiquées sur les bords de la pellicule, devant porter l'image pour entraîner celle-ci, et, se retirant au bas de cette course, laissant la pellicule immobile pendant la remontée du système d'entraînement. Ce fut une révélation. Dès le 26 décembre 1894, on peut lire dans le journal Le Lion Républicain que les frères Lumière travaillent actuellement à la construction d'un nouveau kinétographe, non moins remarquable que celui d'Edison, et dont les Lyonnais auront sous peu, croyons-nous, la primeur. La caméra d'Edison Dixon est explicitement citée comme référence préexistante. Avec ce mécanisme, même s'il ne fait pas les premiers films tournés par William Kennedy Louis Dixon, Louis Lumière, et par contrat tacite son frère Auguste, est généralement considéré comme l'inventeur du cinéma en tant que spectacle photographique en mouvement, projeté devant un public assemblé. Le mécanisme à griffe, actionné par une canne excentrique, est une amélioration considérable par rapport à celui du kinétographe où la pellicule est entraînée dans un tambour denté efficace, équipant encore aujourd'hui les appareils de projection argentique, mais actionné brutalement par une roue à rochet électrique, remplacée plus tard par une croix de Genève ou une croix de Malte, plus souple. Au début, les frères présentent eux-mêmes leur appareil sous le nom de kinétographe lumière ou kinétoscope lumière, avant de le baptiser cinématographe. C'est l'ingénieur parisien Jules Carpentier à qui Louis Lumière fait parvenir tous ses essais d'évolution du prototype à partir de la première projection qui finalise le mécanisme du cinématographe, notamment en le regroupant dans une boîte d'où ne sorte que la manivelle, l'objectif, un petit magasin pour contenir la pellicule vierge, prélude à sa production en petite série pour la vente aux amateurs fortunés. À partir de décembre 1895, les frères Lumière apportent ainsi une participation inventive de premier ordre dans le lancement du spectacle de cinéma, prémisse d'une industrie florissante que va notamment développer le français Charles Pathé.
À l'affiche, ce soir. Un mot pour une nuit. Le mot de la nuit du 7 décembre 2024, dans Mise au propre, est contre-plongée, puisqu'il a été question de cinéma tout au long de la soirée. Contre-plongée, ça s'écrit C-O-N-T-R-E, trait d'union, P-L-O-N-G-E, accent aigu, E muet. La contre-plongée est un axe de prise de vue du bas vers le haut, en photographie et au cinéma. Elle est totale lorsque l'axe optique est vertical par rapport au sujet. Notre mot pour la nuit du 7 décembre 2024, mesdames et messieurs, était contre-plongée. Un mot pour une nuit. Sur cette note prend fin la 4e édition de Mise au propre. Nous espérons qu'elle vous a plu et vous souhaitons de passer une agréable soirée. À samedi prochain. Au revoir.